Bonjour tout le monde, je suis Dr. Elisabeth Leroux, neurologue et spécialiste en médecine des céphalées à Montréal, au Québec, au Canada. Dans cette vidéo, je vais parler de la céphalie par hypotension intracrânienne. J'aborderai les sujets suivants: l'anatomie et les causes de l'hypotension intracrânienne, les symptômes typiques de cette condition, les différences entre la céphalie ou les symptômes de l'hypotension intracrânienne et d'autres céphalées plus fréquentes comme la migraine ou la céphalée de tension, par exemple, les tests diagnostiques en général utilisés pour diagnostiquer ce problème et les traitements utilisés et disponibles. Commençons par un peu d'anatomie. Pour bien comprendre la céphalie par hypotension intracrânienne, il faut imaginer le cerveau dans la boîte crânienne, baigné par un liquide protecteur et nourricier qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien ou LCR. Ce liquide sert en quelque sorte de coussin qui empêche le cerveau de flotter ou de se frapper contre la boîte crânienne durant les différents mouvements lorsque la tête bouge. Le cerveau et le liquide sont contenus dans un sac de méninges, donc qui sont les enveloppes du cerveau. Il y a plusieurs couches et la couche la plus épaisse s'appelle la dure-mère. Donc, on va en reparler de cette fameuse dure-mère. Ce sac de méninges se continue dans la colonne vertébrale, un peu comme un tube, où il entoure la moelle épinière qui baigne aussi dans le liquide céphalo-rachidien. La plupart des céphalées par hypotension sont causées par une fuite de liquide céphalo-rachidien, en général par un trou dans la dure-mère. Puisque le LCR fuit, donc la pression dans le système, qui est un système étanche et fermé en général, diminue. Et ceci mène à différentes réactions du cerveau, parce que privé de son coussinage liquide, le cerveau va devenir plus sensible au changement de position, ce qui entraîne les symptômes typiques de l'hypotension intracrânienne. Quels sont les symptômes typiques de la céphalie par hypotension intracrânienne? Le mal de tête est caractéristique et le plus souvent, il est pire en position assise ou debout, car c'est dans cette position que le cerveau subit le plus l'effet de la gravité. Et donc, si on est dans cette position, le cerveau va être appelé par le bas et si la pression dans le système est basse, c'est là qu'il va éventuellement descendre et causer les symptômes. On parle alors de céphalie posturale ou même orthostatique, c'est-à-dire présente dans la position debout. La position couchée, même sans dormir, soulage la céphalée en général assez rapidement. Ceci dit, dans des cas plus chroniques, les variations posturales sont moins évidentes et on peut voir un mal de tête qui évolue lentement au cours de la journée. Plusieurs personnes décrivent aussi une douleur qui va irradier dans le cou et les épaules. On appelle ça en anglais le coat hanger headache, donc la céphalie qui ressemble un peu à un cintre. On peut imaginer ça comme ça. Le mal de tête peut aussi être accompagné de nausées, même de vomissements et de sensibilité au son et aux lumières. À part la céphalée, d'autres symptômes sont décrits, souvent en lien avec l'impact des changements de pression sur les nerfs crâniens et les structures cérébrales. Donc, on note la vision double, appelée diplopie, les distorsions auditives, les acouphènes et, dans certains cas plus sévères, la confusion. Alors, qu'est-ce qui cause le syndrome d'hypotension intracrânienne? Bon, évidemment, là, nous, on parle d'hypotension intracrânienne dite spontanée, mais le syndrome peut être causé par plusieurs techniques médicales, par exemple la ponction lombaire, auquel cas on va appeler ça la céphalie post-ponction lombaire, ou encore des épidurales ou injections lombaires. Et dans ce cas, la cause est claire. La cause la plus fréquente de l'hypotension intracrânienne dite spontanée est un trou ou une brèche dans l'enveloppe des méninges. On pense que certaines personnes, dans leur anatomie normale, ont des petits becs osseux ou des petits éperons et que lors de certains mouvements de la colonne, par pure malchance, ce bec va perforer la dure-mère et donc causer le trou. Donc, le syndrome d'hypotension peut être associé parfois à un accident, un traumatisme ou même un faux mouvement de la colonne lombaire ou dorsale. À part les brèches, il y a des cas beaucoup plus rares causés par ce qu'on appelle des diverticules. Ça, c'est des petites poches dans les enveloppes de la dure-mère ou des méninges et qui peuvent donc se rupturer. Et très rarement, ce qu'on appelle une fistule. Donc, ça, c'est un canal, une communication anormale entre le liquide céphalo-rachidien et le sang veineux. Comment distinguer l'hypotension intracrânienne de la migraine ou encore de la céphalée de tension?
Donc, rappelons que la plupart des migraineux ont des crises intercalées avec des périodes sans symptômes, alors que l'hypotension provoque en général un mal de tête plus constant. La céphalie de tension, quant à elle, est encore là, vient par crise, est rarement chronique ou constante, rarement invalidante, n'est pas posturale et ne s'accompagne pas des symptômes typiques de l'hypotension. Donc, en général, cette distinction est assez facile à faire. Dans certains cas, le diagnostic de l'hypotension intracrânienne est très facile. Le syndrome peut commencer subitement. La personne observe alors le mal de tête typique qui disparaît en position couchée alors que tous les symptômes reviennent après quelques minutes assis ou debout. Il n'y a pas vraiment d'autres syndromes qui ressemblent à cela. Il est donc toujours important de retracer l'histoire du problème et de décrire comment les symptômes ont commencé. Dans des situations plus subtiles ou plus chroniques, donc qui évoluent depuis plus longtemps, le mal de tête devient moins postural et il peut alors ressembler à la migraine chronique. La plupart des patients avec de la migraine chronique vont avoir mal dans le cou. Il y en a quand même pas mal qui ont des acouphènes, de la nausée, de la vision floue. Et souvent, ben, chez les migraineux chroniques, le fait de s'allonger va les aider au moins partiellement parce qu'ils sont au repos. Donc, ce n'est pas nécessairement une amélioration posturale. On peut donc dire qu'il faut une certaine expertise pour distinguer la migraine chronique de l'hypotension intracrânienne dans certains cas. Une consultation en neurologie est toujours indiquée et parfois, ça va prendre un spécialiste en médecine des céphalées pour arriver à bien clarifier la situation. Quels sont les tests disponibles pour poser le diagnostic d'hypotension intracrânienne? En général, on va commencer par une IRM ou imagerie par résonance magnétique avec du contraste, donc une substance intraveineuse qu'on appelle le gadolinium. Donc, ce n'est pas l'iode comme avec les scans, par exemple. Ce test va parfois révéler des anomalies typiques ou suggestives dans 80 à 85 des cas. Une IRM de la colonne peut aussi révéler certains indices et être utile. Si le diagnostic est clair, on procède au traitement dont je vais parler tantôt. Si l'IRM est normal, alors il faut planifier prudemment. Certains cliniciens vont d'emblée recommander un traitement par blood patch, donc je vais en parler plus tard, si les symptômes sont typiques, et la réponse au traitement devient alors en fait une preuve du diagnostic. Mais lorsque le diagnostic est incertain, en cas de céphalie chronique par exemple, des tests plus avancés comme le CT myéloscan peuvent être demandés avant de se lancer dans des traitements qui sont quand même invasifs. Ceci demande une collaboration avec un radiologiste expérimenté et un suivi clinique attentif. Quels sont les traitements recommandés pour le syndrome d'hypotension intracrânienne? Si le syndrome vient de commencer, il arrive que le repos strict au lit pendant 1 à 2 semaines puisse améliorer la situation. Le problème, donc le trou peut se refermer si on veut, la pression va se rétablir et il n'y a pas besoin d'autres traitements. La caféine peut aussi être utile pour traiter la céphalie par hypotension intracrânienne et c'est quelque chose de très bien connu. En général, ce mal de tête-là peut être très sévère et difficile à soulager, même avec des analgésiques puissants ou des narcotiques. La position couchée reste souvent le seul moyen fiable de soulager les symptômes. Le blood patch, donc c'est un terme anglophone qui est utilisé quand même par beaucoup de cliniciens francophones, est la technique la plus utilisée. Donc, on prélève un peu de sang du patient et ensuite, on va injecter ce sang-là au niveau de la colonne lombaire. Donc, on va faire une ponction avec une aiguille et on va injecter ça juste autour du sac méningé. En faisant ceci, on espère rétablir la pression dans le système et peut-être boucher le fameux trou, la fameuse fuite. Si le blood patch lombaire ne fonctionne pas, il peut être répété. Si ça ne marche toujours pas et qu'une fuite a été trouvée, par exemple avec un CT myélo, alors on peut tenter de cibler la fuite, qui est peut-être à un certain niveau de la colonne qui est moins accessible par un blood patch lombaire classique, et faire donc ce qu'on appelle un blood patch ciblé. Il est aussi possible, au lieu du sang, d'utiliser des cols biologiques comme la fibrine. Dans de rares cas, on va procéder à une opération chirurgicale, surtout si la brèche est de grande taille. Et si on a un cas de fistule, c'est très, très rare et là, ça demande une approche spécialisée. Que faire si le diagnostic n'est pas clair? Dans les situations incertaines où le mal de tête, en fait, ressemble à une hypotension intracrânienne, mais aucune brèche n'est trouvée, on va parfois tenter les traitements qui sont utilisés pour la migraine chronique. De fait, il n'est pas rare d'avoir à traiter un patient chez qui le diagnostic d'hypotension a été évoqué pour diverses raisons, mais jamais démontré et qui peut-être finalement présente une migraine chronique. Donc, cette approche est raisonnable.
Le traitement pour la prévention migraineuse inclut diverses classes de pilules, donc des différents préventifs qu'on appelle oraux, la toxine botuliниque ou le Botox, et plus récemment, les anticorps anti-CGRP. Donc, ça, c'est comme l'Aimovig, le Emgality, le Ajovy, le Vyepti. Donc, vous pouvez en apprendre plus sur le traitement de la migraine en général en visitant notre site web à migrainecanada.org. Le traitement de l'hypotension intracrânienne est parfois un défi et ça devrait être géré par un neurologue et même dans certains cas par un spécialiste en médecine des céphalées avec une équipe interdisciplinaire. Si vous voulez en savoir plus sur le syndrome d'hypotension intracrânienne, n'hésitez pas à consulter le site web spinalcsfleakscanada.ca. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a aidé peut-être à clarifier la situation si vous traversez vous-même ce parcours diagnostique et thérapeutique. Et je vous souhaite très certainement de trouver une solution à votre problème dans un futur très prochain. Merci de votre attention.